tous. Bonsoir Léonora, je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Je vais faire une petite présentation des circonstances dans lesquelles Léonora Miano est à Londres ce soir. Car avant d'avoir fait le voyage jusqu'à Londres, Léonora était hier soir dans une librairie à Paris et était avant-hier à Lomé. Vous arrivez en fait juste de Lomé. Et puis demain matin, c'est Berlin, puis Bucarest, Barcelone et enfin la Belgique ensuite pour quelques jours. Parce que c'est un vrai tour donc, des librairies européennes que Léonora a accepté de faire dans le cadre d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur à la librairie La Page. Donc je vous explique en 2 mots. On est très engagé à la librairie dans l'Association internationale des libraires francophones, qui est une association qui fédère toutes les librairies francophones hors de France. Donc il y en a un peu plus d'une centaine sur les 5 continents. Et dans ce cadre-là, donc l'association fédère toutes ces librairies et fait des projets par zone géographique. Donc notamment, l'association a 20 ans et ça fait déjà une dizaine d'années par exemple qu'en Afrique subsaharienne on fait des caravanes du livre, ce qui permet à des auteurs de se déplacer dans les pays d'Afrique subsaharienne et de faire déplacer aussi les littératures africaines, de faire déplacer donc les auteurs, les livres, les éditeurs, etc. Et c'est un petit peu ce projet-là qu'on a pu faire à l'échelle européenne cette année, enfin avec ce projet européen, puisqu'on s'est donc retrouvé grâce à un programme de l'Union européenne qui s'appelle Europe Créative et qui nous a permis, entre libraires, de nous concerter, de discuter de plusieurs thèmes qui nous paraissaient intéressants de discuter en littérature. Donc on a monté un groupe qui s'appelle l'Europe des libraires indépendants. Le premier thème, c'est l'Europe vue d'ici et vue d'ailleurs. Donc il y a toute une sélection, une bibliographie qu'on a trouvée pertinente autour de ce sujet-là. Et dans ce cadre-là, c'est Léonora Miano qui nous a semblé être l'auteure la plus représentative, on peut dire, et qui nous faisait le plus envie de rencontrer et d'inviter dans ce cadre-là pour nous parler de l'Europe, mais non seulement de l'Europe, mais aussi de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des frontières, de l'identité, des pays, de l'homme, de la migration. Voilà, puisque Léonora, votre littérature nous a paru très universelle et très transfrontalière, si je peux dire. Donc voilà, donc on va non seulement parler de votre œuvre ce soir, mais aussi de ces thèmes-là, de votre vision de l'Europe vue du Cameroun, peut-être où vous êtes né, de plein d'endroits, exactement. Donc voilà, on a bien envie de vous entendre là-dessus, et aussi de la notion d'Afropéa, qui est vraiment tellement belle et que vous avez beaucoup questionné, ou sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Donc voilà, merci Emma d'accompagner cette rencontre, et à toute l'équipe de la librairie avec qui on a eu un énorme plaisir à découvrir toute votre œuvre depuis le début de l'année. Donc voilà, Stardust bien sûr qu'on lit depuis le mois de septembre, et puis tout le reste. Merci beaucoup. Donc je vais vous donner la parole. Merci, bonsoir. Est-ce que je suis allumée? Oui. Merci, bonsoir à toutes et à tous. À Monsieur Seul. Bon, on peut dire à toutes, on va dire que le féminin l'emportera ce soir, parce qu'il y a seulement un monsieur. Et merci de votre présence, merci de cette invitation. Pour l'instant, je n'ai rien à dire d'autre que merci. Je suis très contente d'être ici. J'aime beaucoup Londres. Je regrette de n'y passer qu'une soirée, mais bon, ce n'est que partie remise. Et je vais vous laisser commencer. C'est allumé. Vous nous avez structuré, vous avez organisé tout ça. Est-ce que vous m'entendez sans le micro? Oui. Moi, je vais le garder. On peut vous enregistrer, on enregistre pour faire un petit podcast après de... Ah d'accord, mais tu peux, si tu parles suffisamment alors, vous avez un palmarès qui est vraiment époustouflant. Déjà, vous êtes d'origine camerounaise, vous êtes arrivé en France en 91. À l'âge de 8 ans, vous écrivez vos premières poésies. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'appelais ça comme ça. Hein. Ouais. Parce que j'étais déjà un peu prétentieuse.
On aime bien les prétentieux. Le roman, donc, c'était un peu plus tard, à l'adolescence. Donc vous avez reçu le concours des lycéens en 2006 pour Contour du jour qui vient, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2011 pour l'ensemble de votre œuvre. C'était pour m'inviter à arrêter, parce que quand on consacre l'ensemble de l'œuvre en cours, c'est quand même... Non, mais après donc, il y a eu le Femina en 2013 pour la saison de Londres. Et vous avez même un prix littéraire qui vous est dédié depuis 2021. Oui, je suis très fier de ça. Ouais. Et la maison d'édition au Togo. Oui, mais ça c'est parce que je suis... qui vous occupe en ce moment. Je suis un être éminemment déraisonnable. Je suis casse-cou. Oui, ça me passionne, et puis surtout parce que j'aime bien faire les choses que je suis pas censé faire. Ouais. J'étais censé profiter de mon statut d'auteur reconnu internationalement. Il y a un certain confort dans tout ça. Je n'étais pas censé me mettre en danger et surtout me mettre une partie de la profession à dos. Partie des gens du métier à dos qui aiment bien que ceux qui produisent restent à la production et que les ordres viennent toujours du même endroit. Et que surtout, et pas seulement les ordres, le fait aussi de posséder ce qui est produit par les producteurs, que ce soit toujours un peu les mêmes. Donc on ne vous facilite pas la tâche, on ne vous savonne pas vraiment la planche parce que quand même on vous aime un peu et puis vous commencez à faire partie du paysage, mais on ne vous félicite pas de vous engager dans cette voie. Et donc il faut s'accrocher, puis il faut être très créatif et je pense l'être. Je pense que je vais les étonner. Vous avez une devise qui est géniale, c'est « Nous publions les livres que vous attendiez ». Oui, mais ça, comme moi je me la pète, hein, c'est ma nature. c'est quelque chose de très normal pour moi. Et comme je suis persuadée qu'on est très nombreux, que ce soit en Afrique ou en Europe, à avoir les mêmes attentes, à voir le monde de la même façon, à avoir les mêmes aspirations, et donc à chercher un peu des littératures qui nous rassemblent, hein, qui nous rassemblent parce qu'elles nous ressemblent, parce qu'elles ressemblent à ce qu'on est à l'intérieur, quel que soit l'endroit d'où on vient. Et donc cette petite maison d'édition qui est située dans un tout petit pays d'Afrique de l'Ouest, a l'ambition de publier des auteurs, d'abord des auteurs que j'aime, et qui ne sont pas forcément africains, parce que si on parle français, on a le droit de publier un auteur québécois, même si on est au Togo, on a le droit de publier un auteur français. Et j'ai l'intention de travailler dans ce sens, de faire vraiment quelque chose qui ressemble à la personne qui a monté ce projet, quoi. Et donc qui ne se limite pas, qui a justement pas de frontières, parce que je n'en ai pas. Et que je crois que la littérature, on aime bien lui donner des... oui, et même des identités. C'est une littérature africaine, littérature américaine. Je comprends ce qu'on veut dire par là, mais ce serait très difficile, par exemple, d'écrire une esthétique africaine dans la littérature. Si on se penche sur l'esthétique des auteurs, on découvrira que certains auteurs africains ont une esthétique qui les rapproche d'écrivains russes, que d'autres ont une esthétique qui les rapproche d'écrivains sud-américains. Et donc, en fait, puisque la littérature est un art, même s'il y a des thématiques, elle est d'abord une manière de faire, une manière de créer, une manière de raconter des histoires. On devrait classer les auteurs en parlant de leur esthétique, de leur manière. Et là, on verrait que les familles d'auteurs, elles n'ont pas de frontières. Vraiment. Il y a des interconnexions. Mais oui, parce que, en plus, pour les auteurs d'Afrique subsaharienne, la forme, le roman comme forme de narration, comme forme narrative, est un apport récent. C'est un apport qui est dû à la rencontre avec l'Europe. Donc forcément, tout écrivain venant d'Afrique subsaharienne et qui veut faire des romans a lu des gens qui écrivent des romans de par le monde. Il n'a pas lu tellement de romanciers de son continent, hein, parce qu'il n'y en a pas autant qu'ailleurs.
c'est un corpus qui date, qui naît quoi, dans les années 50-40, on va dire, quelque chose comme c'est très récent. C'est très 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 récent. Donc on est forcément d'emblée dans l'hybridité, dans le brassage, dans la réinvention de soi, dans l'altération identitaire, mais tout de suite. Et si on choisit cette forme-là parce que c'est elle qui nous sied le mieux, c'est que déjà on est quelqu'un de très différent de ses ancêtres, qui eux racontaient les histoires autrement, qui ne les écrivaient pas, qui ne faisaient pas forcément des personnages, qui n'étaient pas nécessairement en train de travailler la complexité de la condition humaine, mais plus avoir envie de, je ne sais pas, de donner des morales, des conseils, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment des objets très différents et des visées très différentes. Et donc voilà, on est déjà des êtres nouveaux, on est tous des mutants identitaires depuis longtemps. Et je voudrais créer un espace qui montre ça, qui est son ancrage en Afrique subsaharienne de façon très assumée, mais qui assume aussi ce goût du monde, cette envie du monde. Voilà. Pardon, je hijack la question. Je peux être très bavarde, surtout quand je suis fatiguée. Et que donc je ne suis pas concentrée. Et là, c'est vraiment un sujet très intéressant. Ça veut dire, est-ce que vous êtes lu, parce que c'est une vraie question, est-ce que vous êtes lu au Togo, en fait? Parce que la question de la diffusion, elle est vraiment importante. Alors, si vous étiez c'est pas tellement comment je suis lu. C'est pas tellement est-ce que je suis lu, c'est comment on est lu. Je suis lu dans toute l'Afrique subsaharienne francophone, et assez bien lu. Ça veut pas dire que les gens ont acheté mes livres. En tout cas, les éditions originales. On pirate les livres en Afrique parce que c'est trop cher. On les pirate. Donc j'ai eu beaucoup d'éditions piratées. Par exemple, quand mon premier roman l'intérieur de la nuit, le premier roman publié, a été inscrit au programme des classes de seconde au Cameroun, les parents n'avaient pas de sous pour acheter même l'édition de poche. Et donc on a piraté ces livres, mais j'ai vu des éditions incroyables, moi, dans les classes où je suis allée. Parce qu'il fallait que les enfants aient le texte. Donc, et tu peux pas leur en vouloir. Parce qu'au contraire, ça montre cette avidité, ce désir de se connecter au monde, de lire en même temps que les autres les textes qui sortent. Parce qu'en Afrique, on est très très au courant de ce qui se passe en France. On est très critique, mais on est toujours aussi très très intéressé. Et donc, on a envie d'avoir les livres en même temps. Et donc, voilà, on pirate. Il devrait être à des prix plus abordables, en fait. Enfin, ça, c'est une question. Oui, c'est compliqué parce que on dit ça, hein, mais bon, les personnes fortunées en Afrique, en tout cas, la société subsaharienne contemporaine, qui est un peu différente de celle dans laquelle j'ai grandi, les gens qui ont de l'argent n'ont pas de bibliothèque. Ils pourraient avoir des livres, mais ils n'en achètent pas. Donc ça aussi, c'est... et quand on vous dit que les livres sont trop chers, les personnes qui vous disent que c'est trop cher, le samedi soir en boîte de nuit, ils achètent Dom Pérignon. Voilà, hein, c'est une question de priorité. C'est que c'est pas non plus encore indispensable pour tout le monde. Ça appartient encore quand même à une certaine manière de vivre. On dit que l'Afrique a été colonisée, mais elle est dans un entre-deux. Hein, c'est pas tout le monde qui a qui considère que c'est important de posséder des livres, d'avoir une bibliothèque à la maison et de la transmettre à ses enfants, par exemple. Mais nous avons beaucoup de jeunes, donc nous avons beaucoup de personnes qui sont scolarisées, et ne serait-ce que pour ça, il faut qu'il y ait des livres en abondance et des livres divers, une grande variété de textes. Mais on en parlera plus tard, de la façon dont la maison d'édition n'est pas seulement une maison d'édition, et qu'elle a aussi, parce qu'on ne peut pas que vendre les livres, il faut aussi les proposer aux gens qui ne peuvent pas les acheter. Voilà. Donc il y a un autre volet du projet. Donc on va ce soir parler principalement de Stardust, donc, qui est sorti en septembre.
En fait, quand on a préparé la rencontre, il y avait tellement de passages qu'on avait envie de partager, ça a été très dur de choisir, mais parmi tous ces passages, on a quand même vu 5 thèmes qui ressortaient, donc comme les 5 branches d'une étoile. Ça tourne beaucoup autour de l'écriture, de la frontière, de la transmission, de l'identité et de la musique, et c'est ce sur quoi on vous propose d'échanger ce soir. Mais avant, pour parler de votre œuvre en général, vous avez vraiment exploré différents genres littéraires, la poésie, les nouvelles, les essais, le théâtre, la dystopie, le roman. En fait, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous enfermer dans un style? Vous voulez explorer différents rythmes? Moi, écrire, ça m'amuse. Hein. Ouais. C'est quelque chose que je fais toujours aujourd'hui comme je le faisais quand j'avais 8 ans, c'est-à-dire que quand je commençais à écrire, comme j'ai commencé enfant, et pas en ayant une culture littéraire importante. Je ne suis pas, contrairement à certains qui ont commencé parce qu'ils avaient lu de grands auteurs et tout ça, je ne suis jamais entourée de statut du commandeur. Moi. Je n'ai aucune inhibition. Et je fais ça vraiment comme une gamine qui s'amuse, même si les sujets sont très sérieux, importants, graves, tout ça. J'ai besoin de me divertir. Je suis quelqu'un qui a besoin de mouvement et qui craint l'ennui comme le feu. Et donc, je fais ce qu'il faut pour pas m'ennuyer, pour pas trop me répéter, même si on reconnaît ma voix, mais j'ai besoin de changer d'univers, de me tester aussi, de voir ce que je sais faire, ce que je fais moins bien. Alors, j'aime beaucoup l'ouvrir et donner mon avis, donc j'écris des essais, mais je pense que je suis pas bonne en essai. Mais que je vais continuer parce que je veux donner mon avis. Alors moi j'ai lu un programme, je pense que vous vous débrouillez bien, donc je serais impressionnée de savoir. Non, j'arrive pas à écrire des essais comme les universitaires les écrivent. Il y a une manière de faire en France les essais. Je pense que j'ai une façon un peu anglo-saxonne, voire américaine, avec un petit peu de... En France, il faut avoir de la distance. Il faut que tu sois un pur esprit qui délivre un savoir. Alors, je pense que moi, dans mes essais, on voit que c'est quelqu'un qui pense et qui dit des choses qu'elle pense. Et qui n'a pas toujours la très très bonne méthode pour structurer le texte. On me le reproche parfois, mais je m'en fous, puisque ça sort quand même. et que les gens qui me le reprochent ne savent pas me corriger. Donc ils ne savent jamais me dire comment il faudrait faire pour que ce soit bien. Mais apparemment, j'avais déjà ce défaut-là à l'université. Quand il fallait rédiger les mémoires, mes professeurs, alors j'ai eu mes diplômes avec mention, mais mes professeurs me disaient toujours l'écriture n'est pas assez analytique, c'est trop poétique, c'est trop sensible. Parce que je suis comme ça, je veux produire de la pensée, mais j'ai apparemment pas la manière d'écrire qu'il faut pour produire de la pensée. Bon, bah tant pis. Justement, pour pas vous ennuyer, parce qu'au Cameroun, il y a 2 langues officielles, je crois qu'il y a le français et l'anglais. Est-ce que vous avez déjà écrit en anglais? Quel est votre rapport à la langue anglaise? La langue anglaise fait partie de ma vie depuis toujours. D'abord parce que j'ai grandi dans ce pays-là et que donc j'ai eu la chance de commencer à apprendre l'anglais petite fille, parce que j'étais dans une école un peu expérimentale à l'époque. On était la première promo de cette école-là. Et donc on a été la première classe de maternelle, puis le premier CP, on a été le premier CM2, donc enfin bon. Et donc on a fait, mes petits camarades et moi, de l'anglais dès la maternelle, parce que c'était le projet de l'école qui s'appelait Centre préscolaire et élémentaire bilingue. Voilà, c'était le nom de l'école. Donc vous avez une éducation complètement bilingue? L'éducation, non, à la maison on parlait français, mais on a toujours eu un pied dans il y a toujours eu de l'anglais. Ma mère est prof d'anglais. Et donc ma mère étant prof d'anglais, elle ne nous a pas enseigné l'anglais, mais elle nous a fait vivre dans un environnement où il y avait beaucoup de références britanniques, parce qu'elle a fait une partie de ses études ici. Et que donc on a grandi avec ça. On a grandi mangeant des scones.
Voilà, et en écoutant Shirley Bassey et Police. Vous avez fait vous-même des études de littérature Oui, en fait, c'était pas mon premier choix. Je suis allée étudier en France avec une bourse de l'État camerounais. Et à l'époque, quand on faisait nos demandes de bourse, donc on avait plusieurs choix de filières qui nous intéressaient. C'était le dernier choix. C'est pas ce que je voulais vraiment faire. Mais bon, je me suis retrouvée là. La vie a choisi pour moi et finalement, ça m'a très bien convenu parce qu'en fait, l'anglais, tu apprends une langue. J'aime apprendre des langues. Tu lis beaucoup, j'aime lire. Et, tu fais de l'histoire, j'aime l'histoire. Et tu fais de la traduction, j'aime la traduction. Donc je me suis beaucoup plu dans cet univers-là où tu ne fais que lire en fait, et tu fais que approfondir une langue la connaissance d'une langue qui te plaît. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire pendant qu'on est au Cameroun, justement, est-ce que peut-être que Stardust arrive justement à point nommé dans ce au moment de la bourse, en fait, c'est peu après, ouais, c'est peu après. Ouais. En fait. Donc pour résumer très brièvement, Stardust commence, donc c'est l'histoire de Louise, qui fait des études, qui est à la fac, qui a une chambre universitaire et qui va faire une rencontre amoureuse, passionnelle. Il y a un petit bébé qui va arriver et puis de fil en aiguille, en fait, Louise va se retrouver toute seule avec le bébé et va avoir besoin de passer un peu de temps en centre d'hébergement parce qu'elle n'a plus d'endroit où vivre. Elle a perdu sa bourse et elle a perdu sa chambre universitaire. Et donc on va suivre le parcours de Louise avec ce bébé au sein du centre d'hébergement. Et d'ailleurs, je pense que c'est là que... Hier à Paris, il y avait des assistantes sociales qui travaillent dans ce centre qui sont venues. D'accord. Okay. Pour me dire combien ça avait changé. Non, mais oui, en beaucoup mieux apparemment. Maintenant, les filles ont des chambres à elles avec une petite cuisine. C'est limite si elles n'ont pas la baignoire. Hein, mais il est toujours à la même adresse. Mais il ne fait plus d'urgence ce foyer. Il fait de la longue durée. D'accord. Ouais. Mais elles étaient vraiment super. Hein. Et elles voulaient que je vienne. Je dis, mais je ne peux pas retourner là-bas. Mais non, j'ai beaucoup de mal à aller même dans le 19e arrondissement de Paris. Je pense que quand vous découvrirez l'histoire, vous comprendrez pourquoi. Ouais, j'allais dire, et pour autant, ce qui est intéressant, c'est que ce livre a la particularité d'avoir été écrit à cette époque. Ah oui, c'est vrai. C'est le dernier livre de Léonard Miano qui a été écrit... J'avais 25 ans quand je l'ai commencé et 27 qui est l'âge de ma fille aujourd'hui, quand je l'ai fini. Ouais. Voilà. Et vous nous expliquiez avant de commencer que vous n'aviez même pas pu le retoucher. Non, je ne peux pas le retoucher. On peut pas. Ça va tout changer. Ce serait tricher. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de publier ce texte-là à tel moment de sa vie? C'est que maintenant j'ai 50 balais et je range mes affaires avant les prochaines aventures. Mais c'est exactement c'est vraiment Est-ce ça. que l'éditeur était au courant que ce livre existait? Est-ce que c'est un... Oui, on en avait parlé avec Olivier il y a quelques années, puisque mon éditeur chez Grasset est vraiment devenu un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je lui en avais parlé, mais j'avais oublié de lui faire lire. J'étais persuadée qu'il l'avait lu. Quand je lui ai dit que je voulais le sortir cette année, il me dit mais non Léonora, je vous assure que vous ne me l'avez pas montré. Et c'est comme ça qu'il est sorti chez Grasset aussi, parce qu'il est sorti d'abord chez moi au Togo. Voilà. Et j'ai donné à Grasset parce que ça va être ma façon de faire maintenant, et c'est pour ça que le métier est pas content. J'ai donné à Grasset les droits pour la France. Pour la France et pour son territoire, qui est l'espace francophone du Nord. Ouais. En général, quand tu as mon profil, tu n'es pas censé faire ça. Quand tu es une fille, tu n'es pas censé dire je garde les droits mondiaux de mon livre et je te les donne seulement pour chez toi. Et je pense très très honnêtement que s'il n'y a pas eu de conflit, c'est aussi parce que je travaille avec des gens qui m'aiment. Voilà.
et que j'ai de la chance. Mais il faut en profiter de cette chance. Oui, Quand on a de la chance, il faut en profiter pour celles qui ne l'ont pas. Hein. Et parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir transformer un peu les choses et montrer que c'est possible. Parce que c'est assez rare dans notre petit microcosme de l'édition française. Les auteurs ne possèdent pas leur livre. Et non. Même les auteurs les plus importants, c'est très rare. Mais je pense que ça va changer parce qu'on a tous eu très peur de voir Vincent Bolloré débarquer dans... Non, mais c'est vrai, on a eu les chocottes et on s'est dit, mais comment tu fais quand s'il s'approprie une maison qui détient tes livres, tu peux pas supporter cette personne, mais elle détient ton travail, ça, c'est quand même quelque chose qui nous a ôté le sommeil à certains d'entre nous. Parce que tu peux pas récupérer le bac catalogue. Hein. Les livres qui sont déjà signés, qui appartiennent à... Même si ils ont, comment dire... même si l'éditeur a récupéré complètement sa mise, fait des bénéfices, tout ça, tu n'as pas le droit de ton côté pour récupérer ces textes. Hein. Même si tu as les moyens de les acheter, tu ne peux pas. C'est fini. Non, c'est fini, c'est à eux. Et ça peut être dur à vivre quand c'est quelqu'un qui, si c'est le croque-mitaine qui les prend. Hein. Ça fait, voilà, et donc je pense que quand même, on aura quelques auteurs qui vont décider de travailler un peu différemment. Il y a déjà eu un peu des mouvements. C'est ce qu'on voit un petit peu. Vous avez des titres absolument incroyables. Je vais les lire. Tel désastre éteint, Contour du jour qui vient, Première nuit, Les aubes écarlates, Crépuscule du tourment, L'intérieur de la nuit, La saison de l'ombre. Donc on sent vraiment l'affrontement entre l'ombre et la lumière. C'était le premier cycle d'écriture. Voilà, justement, donc la question, donc Stardust et la poussière d'étoiles, donc on reste un petit peu dans la thématique, parce qu'il a été écrit... Il est à part quand même. Et justement, il y a le livre juste avant qui s'appelait Rouge impératrice, donc il y a un titre complètement différent et qui est aussi une dystopie, donc qui se passe, je crois, 100 ans plus tard. Ouais, est-ce que, justement, vous avez bouclé quelque chose et que vous passez à quelque chose? Vous êtes une excellente lectrice, oui. Oui, Rouge impératrice ouvre bien un nouveau cycle d'écriture. C'est une écriture qui ne répond plus à des besoins de guérir des blessures, de pousser tous les cris qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on ne peut pas extérioriser autrement. Je pense que avec Crépuscule du tourment, j'ai vraiment réglé ce qu'il y avait à régler de ce côté-là. Mais j'aime toujours autant écrire, j'aime toujours autant raconter des histoires. Seulement, j'ai plus besoin de le faire pour me soigner et pour, comment dire, tenter de rester en vie. C'est plus du tout ça. Là, maintenant, je pense que c'est réglé. J'aime vivre. J'aime vivre. Je suis contente. Je suis contente d'être là. Je ne vais plus. Je ne me pose plus la question. Vous avez déclaré récemment que écrire vous avez soigné, vous avez permis de faire oui, vraiment. avec ce qui était vraiment. compliqué. Et j'avais beaucoup de choses compliquées à régler. Ça a été donc ma thérapie. C'était le travail d'une vie, hein, une vie de thérapie. Mais je pense avoir fait ça de façon assez créative et aussi, comment dire, ouverte sur les grandes questions de société, qui fait que on ne perçoit pas nécessairement cette dimension-là du travail. Elle m'appartient à moi. Mais dans chacun de mes livres, il y a quelque chose de très personnel qui est abordé, qui est exploré. Et je crois que si on est attentif, on voit que on travaille beaucoup la relation mère-fille, la famille, que tout ça est très présent, que c'est dans les premiers textes de manière très forte, parce que ça a été un sujet longtemps. Maintenant, ça va bien. Si vous vouliez lire le premier extrait, Lys, qui est le bébé, qui est mon bébé. Et en fait,
Louise a écrit le livre pour Bliss. Exactement. Et la relation est vraiment magnifique. La jeune femme prend dans ses bras l'enfant qui va clore sa première année. Elle sort un sein pas douché faute de commodité dans l'hôtel. Il y a encore du lait. Même privée de nourriture, comme c'est souvent le cas, elle peut allaiter son enfant. La petite grandit. La mère la regarde, se demande comment être à la hauteur d'une telle confiance, d'un tel abandon. L'enfant est son univers. Ses yeux noirs ouvrent des futurs, des heures décadenassées, propres, des espaces et des airs propices au rêve, à l'insouciance. Il lui demande de les y conduire. Elle doit y parvenir. Trouver la voie. Sa fille lui tient la main. Il faut marcher. La fillette plante dans le cœur de sa mère un orgueil ineffable. Ne pas se laisser écraser. Ne pas permettre à l'ombre de la recouvrir. Bliss enfante Louise. L'oblige à se tenir debout. Un jour, à distance du grincement des galères, Louise apprendra ce que l'on gagne à lutter. L'enfant ne réclame aucun sacrifice, seulement la présence, la joie, la douceur, l'épanouissement. Elle la veut libre et forte, affranchie des pesanteurs mentales, des anciens malaises. Bliss n'aspire qu'à l'avènement de sa plénitude, celle que Louise aurait mis tant de temps à rechercher si l'obligation ne lui avait été faite de se prendre en main, d'exister. Merci. Et je vous en prie. Et justement, vous venez de le dire, maintenant vous aimez la vie, vous êtes guéri. Est-ce que vous avez envie d'explorer un... On voit que vous avez beaucoup d'humour. Il y a quelques petites piques dans le livre sur les Parisiens avec leurs chiens. Vos descriptions aussi des assistantes sociales sont savoureuses. Et est-ce que vous, par exemple, une comédie, c'est quelque chose que vous pourriez explorer? Est-ce que je pourrais écrire une comédie? Je ne sais rien. Je suis très Allez, comique et très beau en train dans la vie, mais j'aime bien casser les pieds, moi, quand j'écris bien. C'est mon côté emmerdeuse qui crée des livres. Le reste, je garde pour la vraie vie, la douceur, l'humour. Donc je suis très sympa dans la vie et casse-bonbon dans les livres. Voilà. Et vous avez dit, un bon auteur est celui qui ne craint pas de fréquenter les régions inconfortables de l'être. Est-ce qu'on peut être aussi un bon auteur en parlant du temps, comme les Anglais aiment bien faire Bah oui, je pense. C'est très métaphysique hein, comme question de temps. Mais c'est des sensibilités. Je ne pourrais pas être... citons des auteurs. Vous pensez à qui, par exemple? Mais justement, la question suivante, c'était quelles sont vos influences ou vos inspirations? Moi, j'aime la littérature et je pense que c'est pas... L'auteur ne peut pas dire qu'il influence. Surtout un auteur qui a commencé sans avoir vraiment de culture littéraire. Parce que j'écris pas des livres parce que j'ai admiré des grands auteurs. Je n'avais pas encore commencé à les admirer vraiment quand j'ai découvert que je pouvais écrire et que ça me faisait quelque chose d'écrire. Bien sûr, je suis une grande lectrice, mais je pense que c'est ceux qui étudient les livres et la littérature qui doivent dire voilà, celle-ci, elle appartient plutôt à cette famille d'auteurs et on retrouve telles et telles influences chez elle. J'aime beaucoup William Faulkner, mais je me dis faulknerienne, mais est-ce que ça se voit? Moi, je pense ça, mais est-ce que ça se voit? Il y a des gens qui trouvent du Morrison chez moi, mais moi, je lui trouve beaucoup de défauts, et je trouve que son univers est beau en raison de ses défauts. Tony. Oui. Pas Jim. Non, pas Jim, mais j'aime aussi, hein, il y a des belles choses. Hein. Ouais. Voilà, j'aime les auteurs, mais je peux pas dire... je peux dire quel intertexte on peut trouver dans mes textes, dans mes écrits, parce que je le vois, même si il se glisse parfois de manière inconsciente. Évidemment, quand on travaille, on se relit beaucoup, donc on va voir ça. Mais le reste,
moi je suis toujours persuadée de faire un truc absolument unique. Hein. Sinon je ne le ferais pas. Mais en parlant d'influence, justement, il y a un mot qui me vient très fort, puis en vous entendant, en lisant ce texte, en voyant cette relation mère-fille, avec cette transmission hyper forte. Pardon, je vais vous amener sur des sujets un peu qui m'intéressent de vous entendre parler. Pardon. Aborder. Ouais. Merci. Aborder la question de la transmission, de qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'avoir donc élevé votre fille en démarrant cette vie-là avec elle dans ces conditions-là. Elle a aujourd'hui 27 ans. Qu'est-ce que vous lui transmettez et qu'est-ce qu'on transmet en tant que femme? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être une femme, d'être une mère? Qu'est-ce que vous léguez à votre fille? Je vais beaucoup vous décevoir. Hein. Ah non. Je mets beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup aimé vous entendre déjà parler de ça, mais je trouve que c'est important d'avoir une parole. C'est vrai, je suis tombée amoureuse de ma fille, mais tombée folle amoureuse de cet enfant. Je voulais pas d'enfant, moi. Mais, je sais pas, quelque chose... En anglais, on dirait « something came over me ». Quand je l'ai vu, il s'est passé quelque chose. Et voilà, mais ça veut pas dire que j'avais des choses à lui transmettre, parce que moi-même, j'étais pas finie quand elle est venue au monde. J'étais, en train de me construire. Et donc, au tout début, la question vitale, cruciale, c'était de faire en sorte qu'on ne me l'apprenne pas. Parce que si vous vivez dans une trop grande précarité, et il ne suffit pas de sortir des foyers pour ne plus être comme ça surveillé par les services sociaux, hein, ça dure longtemps, il faut faire ses preuves longtemps, donc c'était ça l'obsession, hein, c'était d'atteindre, comment dire, un niveau de stabilité qui satisfasse donc la société, qui envoyait ses agents vérifier que j'étais une bonne maman et que voilà, je méritais de garder ma fille parce que sinon les enfants sont placés. Donc quand vous élevez votre enfant dans un contexte comme ça, la question de ce que vous transmettez est pas... En tout cas, vous n'y pensez pas de façon rationnelle. Vous ne réfléchissez pas... Je ne peux pas dire à quel moment j'ai vraiment réfléchi à, par exemple, des valeurs à transmettre à ma fille. Je ne pense pas qu'on y réfléchisse toujours. Je crois qu'on fait et que les enfants vous voient faire. Et que c'est là qu'il ne faut pas trop se tromper, parce qu'ils vous imitent plus qu'ils ne vous écoutent. Et j'ai vu ça avec ma fille, elle faisait comme moi. Elle ne faisait pas ce que je disais, mais elle faisait comme moi. Et donc c'est ça, hein. Quant à transmettre quelque chose en tant que femme, moi j'ai pleinement habité le fait d'être un individu de sexe féminin à partir de mes 40 ans. Avant, je ne savais pas trop. Donc, je ne sais pas, ma fille est née fille, beaucoup plus fille que moi. Comme elle était très turbulente, pour aller à l'école, je lui mettais des pantalons, des pulls comme ça, mais elle voulait des choses roses et des robes, des trucs de princesse. Et voilà, ce n'est pas du tout venu de moi, cette chose-là. Chez elle, elle est née comme ça. Elle aimait les fleurs, elle aimait les paillettes, toutes choses qui ne m'ont jamais intéressé. Elle voulait des poupées. Moi, je n'ai pas joué à la poupée tellement, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je préférais les livres. Et donc... chacune de nous a sa manière d'être féminine, a son genre féminin. Et elle en a un qui est très très différent du mien, mais qui s'est affirmé très tôt. Et elle a voulu, elle a beaucoup de caractère, donc elle a toujours su quel chemin elle avait envie d'emprunter. Et si elle avait des questions, elle me les posait, mais en ce qui concernait certains sujets, c'était pas à moi qu'elle posait les questions. Par exemple, quand j'ai voulu lui parler de sexualité, de reproduction, les règles, tout ça, elle a mis le holà, elle voulait l'encyclo des filles, mais elle voulait pas la conversation avec moi. Donc elle a eu une édition de l'encyclo des filles tous les ans, à partir, parce qu'elle la voulait, elle les a gardées,
pendant longtemps, elle avait toutes les encyclos. Et elle a fait son éducation comme elle a voulu, en sachant qu'elle pouvait recourir à moi si nécessaire, mais en se passant beaucoup de ce recours. Et elle est très 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 autonome. Pourquoi j'ai pu écrire en ayant un enfant? C'est parce que ma fille a une vie intérieure très riche et que c'est un enfant qui pouvait jouer des heures toute seule. Elle avait juste besoin de savoir que j'étais là. Elle avait juste besoin de savoir que j'étais pas loin. Sinon, elle faisait sa vie. Hein. Elle dessinait, elle jouait, elle s'inventait des mondes. Elle ne m'a jamais dérangée. Je n'ai jamais fait ses devoirs avec elle. Jamais. Quelle chance. Non. jamais joué avec elle, fait ses devoirs. Non, mais c'était l'enfant parfaite pour moi. Elle est née pour être ma fille, c'est vraiment... Parce que je pense qu'avec un autre type d'enfant, je m'en serais pas sortie. Mais et en tout cas, ça veut dire que... Alors, quand vous dites que c'est à partir de 40 ans que vous avez habité vraiment un corps de femme, etc. Alors, c'est ça qui vous a fait regarder les choses différemment. Et c'est le prix féminin. Ouais, c'est le roman de mes 40 ans. C'est la première fois que j'ai créé des personnages féminins en m'identifiant à ces personnages. Avant ces personnages-là, le double littéraire le plus abouti que j'avais était un garçon. Et qui est d'ailleurs resté un garçon puisque c'était le Hammock qu'on trouve dans Crépuscule du Tourment volume 2. Je l'ai créé en 2008 dans Tel désastres éteints. Et c'est lui mon double littéraire, je n'en ai pas d'autres dans mes romans. Mais c'est dans La Saison de l'Ombre que pour la première fois, je crée des personnages féminins en voulant projeter des choses à travers elles, des choses de moi-même. En voulant les magnifier. Toutes les fois où ça s'était produit, ça résultait d'une mauvaise interprétation de mes intentions de la part des lectrices qui pensaient que je voulais créer des personnages féminins forts, puissants, tout ça. Non, je ne voulais pas les créer tels, je les décrivais tels que j'avais vu les femmes autour de moi. En Afrique subsaharienne, en dehors de leur vie intime, dans la vie sociale, mais les femmes sont des monuments vivants. Ce sont des colosses. Oui, moi je n'ai jamais vu d'hommes puissants en Afrique, je ne connais que des femmes puissantes. C'est dans la vie intime qu'elles se font, rabaisser, et encore, c'est parce qu'elles l'acceptent. Et sinon, je n'ai vu que des géantes. Elles perdent leur puissance à ce moment-là? Oui, dans l'intimité, elles deviennent des gamines, quoi, des adolescentes, et qui pensent qu'il faut... non seulement il faut materner l'homme, mais il faut le... Elles sont trop au pied des hommes. Ce sont elles, à mon avis, qui fabriquent ces hommes... comment on dit ça, sur qui on ne peut pas compter. Qui grandissent pas, ils ne sont pas fiables en tout cas. Voilà, irresponsables, totalement irresponsables, parce qu'elles les traitent comme des enfants. Et ils savent que ils peuvent se comporter n'importe comment parce qu'elles vont toujours, elles nettoieront derrière. Hein. Elles feront en sorte que ça marche. Et ça, vous dites que c'est en Afrique ou est-ce que c'est la femme aujourd'hui en général? Enfin, est-ce que... Je trouve que les Africaines ont trop ça. Ont trop ça et qu'elles se mettent jamais en vacances de ça. Elles ne s'autorisent pas assez à s'amuser. Ça commence à venir. Hein, parce que récemment, les auteurs sont curieux. Hein, donc, pour nourrir peut-être les fictions à venir, on écoute ce qui se passe. Et depuis quelques temps, depuis quelques semaines, j'écoute beaucoup les émissions d'une dame ivoirienne qui se prétend coach en relations amoureuses. Ouais. Et donc, elle reçoit des appels de femmes africaines du monde entier qui peuvent vivre ici ou en Afrique et qui donc lui posent leurs problèmes de couple. Ce sont des situations quelquefois, mais si on les mettait dans un roman, personne ne voudrait y croire. Mais en écoutant ça, on voit quand même que, bon... les choses évoluent pas mal, mais le fait d'être une épouse reste fondamental. On est presque prête à tout sacrifier à ça.
Et même cette coach qui se présente comme quelqu'un de extrêmement libéré, qui peut parler crûment de sexualité, l'objectif quand même, c'est de faire en sorte que les femmes soient de bonnes amantes pour garder le mari. Pas pour prendre du plaisir, elles. C'est pour garder le mari et pour faire aussi bien que l'éventuelle maîtresse. pour faire aussi bien que les filles qui sont dehors, parce que c'est quand même toujours ça, ce contexte-là, cette rivalité. Il y en a d'autres dehors qui vont te le prendre si tu ne sais pas faire ça. Donc, j'apprends des choses qu'on peut faire. En écoutant l'émission. Et en même temps, c'est assez désespérant. Enfin, c'est super triste. Parce que ça... Et donc, on voit que ces femmes, vous les écoutez parler, il y en a une récemment, alors son histoire était vraiment très très triste au départ, parce qu'elle appelle en disant, voilà, j'ai un enfant qui est issu d'un viol. J'ai eu cet enfant à l'âge de 18 ans, et je me suis retrouvée seule avec lui, et c'est comme ça que pour pouvoir élever cet enfant, je suis devenue la maîtresse de 3 hommes différents. Et donc, en étant la maîtresse de 3 hommes différents, elle a un revenu de 6 000 € par mois environ, ce qui lui a permis de créer des entreprises en Afrique et d'avoir aujourd'hui 12 salariés. Et donc, son problème, c'était que, bon, maintenant, un homme était amoureux d'elle et voulait l'épouser, mais un de ses amants ne voulait pas être quitté. Voilà. Un de ses amants ne voulait pas être quitté, avait parlé d'elle à sa femme qui acceptait donc qu'il prenne une deuxième épouse parce que... Et donc elle ne savait pas comment se débarrasser de cet homme-là, et c'était ça le motif de l'appel. C'était... Et donc, est-ce qu'elle l'a quitté ou pas? Est-ce qu'elle l'a quitté ou est-ce qu'elle s'est mariée? Elle veut le quitter, mais lui, il menace de se suicider. Oh, bah, mais elle n'arrive pas à se dire tant pis pour lui. Qu'est-ce que vous lui auriez dit? C'est son problème. Déjà de dire à son fiancé qu'il y a ça et qu'il gère l'affaire ensemble. De toute façon, le fiancé, il faudra bien lui révéler quelques trucs. Hein. Elle ne lui a pas dit encore. Je pense qu'elle ne lui a pas dit et que ça faisait partie des problèmes. Parce que quand on a un fiancé, on ne dit pas qu'on s'est tapé les... Surtout quand on se les tape encore. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est passionnant hein, d'écouter ce que les gens racontent, parce que on découvre la vie sexuelle des Africains contemporains, parce que c'est pas toujours que des femmes qui appellent, d'une façon qui ne nous apparaît jamais nulle part ailleurs. Et les gens exposent vraiment des choses. Récemment, il y avait une femme. Alors, on va beaucoup parler de ça. C'est la dernière histoire que je raconte. Après, on revient. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Là aussi, c'était triste, mais j'ai quand même beaucoup ri. Alors, cette femme, à son accent, on savait qu'elle était sénégalaise. Je pense qu'elle vit en France, elle est mariée, mais son conjoint vit aux États-Unis. Actuellement, il est aux États-Unis. Je ne sais pas, elle n'a pas dit pourquoi il ne vivait pas dans le même pays. Toujours est-il qu'au moment où elle téléphonait à la coach, le mari était venu en visite en France. Et elle avait trouvé ce monsieur très 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 changé, un peu efféminé, ne voulant plus faire l'amour que si elle acceptait de lui introduire un doigt dans l'anus. C'était ce qu'il voulait, il ne voulait plus la pénétrer. Et elle raconte ça en disant, mais quand j'ai mis le doigt là, c'est toute la main qui est partie. C'est toute la main qui est partie. Et elle était horrifiée parce que ça voulait dire que beaucoup de choses s'étaient passées dans cet orifice. Elle était catastrophée, au bord des larmes, en disant, mais moi je ne peux pas le reprendre comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Et elle dit à la coach, et elle lui dit, mais coach, si vous aviez vu son visage. Donc je me suis beaucoup marrée, mais elle était très triste, et surtout elle ne voyait pas comment divorcer si la famille n'avait pas la preuve
de ce qu'elle annoncerait. C'est-à-dire, elle se demandait, mais comment le filmer pour qu'on voit vraiment qui il est. Parce que comme c'est quelqu'un de fortuné, ce monsieur, donc sa famille à elle, qui est une famille africaine traditionnelle, va vouloir qu'elle reste mariée avec cet homme qui est généreux, avec tout le monde et tout ça. Mais elle ne voit pas comment, parce que je pense qu'aux États-Unis, en plus, il vit avec un homme qui présentait comme son ami, mais elle a bien compris que c'était quelque chose d'un peu différent et que en fait elle était une couverture pour une homosexualité qui ne pourrait pas se dire dans leur milieu. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'être marié et il est très généreux avec elle, il lui donne tout, mais l'intimité c'est ça et ça va être de plus en plus ça. Et donc, elle était... Et donc, moi, je trouve ces histoires absolument passionnantes. Bah, je comprends. Passionnantes. Et ça donne très envie d'écouter. J'avoue que je vous donnerai je veux bien continuer cette discussion une fois qu'on aura bien vu. D'ailleurs, peut-être qu'on peut... Je vous donnerai les liens. Mais donc, en tout cas, c'est dans la vie intime souvent que le désarroi se présente et que les femmes sont démunies, je trouve. Oui, mais et c'est intéressant de vous entendre dire ça parce que là, et d'ailleurs ça vous fait rire, et on parle des femmes africaines, non, je veux dire, on en rit, mais parce que, et l'émission, etc., et les histoires un peu extraordinaires, enfin, classiques, ou extraordinaires, inattendues, parce que inattendues. Pour ces profils-là, on ne les imagine pas, ces histoires, elles ne sont jamais racontées. Oui, elles ne sont jamais racontées, mais est-ce que, donc là ce sont des femmes africaines, est-ce que, donc ça vous fait, est-ce que vous vous sentez éloigné, est-ce que vous vous sentez... Enfin, on n'est pas une femme africaine comme définition ou comme identité, mais là, on parle particulièrement de ces femmes. Est-ce que vous les regardez en vous disant c'est un petit peu comme moi, ou bien c'est tellement éloigné, ou bien c'est un autre monde, mais en fait, elle pourrait être chinoise et ce serait la même chose ou... Non, je pense qu'elle pourrait être chinoise et que ce serait la même chose, que tu t'identifies aux situations, en fait. Est-ce que tu as vécu quelque chose qui peut ressembler à ça? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Parce que là, finalement, ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'origine des gens. Non. C'est ce qu'ils vivent, c'est ce qui leur arrive et qui peut arriver à d'autres. Moi, je pense que dans la Creuse, une nana peut avoir un type et puis si elle met le petit doigt et que la main passe, ça peut lui faire la même chose. Hein. ça peut un peu l'impressionner aussi. Donc, mais en fait, je soulevais ça parce que à maintes reprises, et en vous entendant parler, la question de l'identité, elle est assez intéressante parce que elle existe sans exister. C'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression, mais en fait, je veux bien que vous alliez plus loin dans cette définition, mais que finalement une personne n'est ni un genre finalement, on n'est pas forcément homme-femme, on n'est pas forcément noir-blanc, on n'est pas forcément d'une culture ou d'un monde ou... Est-ce que ça veut dire qu'on est plus ce qui sort de nous que ce qu'on a reçu avant ou comment est-ce que vous pourriez aujourd'hui définir on se fabrique avec ce qui nous a été donné avant, mais on y ajoute beaucoup de choses nous-mêmes. C'est-à-dire que l'origine, c'est un point fixe, mais l'identité, c'est pas l'origine. L'identité, c'est le chemin. Hein. C'est tout le chemin et toutes les choses qu'on accumule sur le chemin, justement, les rencontres. Alors, au tout début, c'est ce que donne l'entourage immédiat étant, bien sûr, la famille, mais aussi la société dans laquelle on grandit. Et puis après, c'est tout ce qu'on va rencontrer. Moi, mon identité, elle est... je pense qu'elle est très très peu définissable parce que j'ai grandi... en Afrique subsaharienne, en parlant que français à mes parents et même à mes grands-parents, ce qui était finalement pas si courant. On a grandi en lisant, maman nous lisait Oscar Wilde et on regardait La Belle au Bois dormant et les westerns, parce que mon père était fan de western, donc j'ai vu tous les grands classiques et j'aime le western, ce qui, voilà, une passion coupable pour une colonisée, mais enfin j'aime le western. Et voilà, donc on est fait au départ de ce qui nous a été donné, et puis on va ajouter des choses. Moi, j'ai découvert des choses que mes parents ne connaissaient pas. Ma mère, en lisant mes premiers livres, a été toujours très étonnée de ce que je pouvais connaître de l'Afrique, par exemple, parce que je me suis intéressée à des aspects qui, elle,
ne l'ont jamais vraiment passionné. J'ai une passion pour les cultures africaines subsahariennes anciennes, précoloniales. Quand je dis les cultures, je parle des arts de vivre, des spiritualités, des esthétiques. Et maintenant, je connais ça très bien. Et donc, tout ça se mélange avec ce qui a pu me venir de la littérature des États-Unis, du jazz, du fait que j'aime aussi la chanson française. Par exemple, le dernier spectacle que j'ai donné, pour l'instant, c'était à Ouagadougou. Non, pas ce soir. mais peut-être à Londres un jour, ou bien si vous venez à Paris. Mais c'est sûr, on le joue en France l'année prochaine. J'y avais inséré de la chanson française. Alors, plutôt de la grande variété, on va dire, puisque c'était Nougaro, Aznavour, des choses comme ça. Et ça a beaucoup plu au public. Vous l'avez compris, Léonora chante. En fait, on désespère de l'entendre ce soir, mais c'est peut-être pas gagné, mais en tout cas avec cette voix vraiment, et de la musique partout dans vos livres. Ouais. Et donc, voilà, de façon assez naturelle, moi je fais avec tout ce que j'ai reçu, sans interroger est-ce que cette chose qui vient plutôt du côté africain ou cette autre chose qui vient plutôt de l'Europe, est-ce que c'est censé être ensemble? Il se trouve qu'à l'intérieur de moi c'est ensemble, donc ça va sortir comme ça. Et je n'ai pas à choisir. Ça fait très très longtemps maintenant que mais vraiment très très longtemps, je l'ai compris jeune, que je ne pourrais jamais plaire à tout le monde, que je ne serais jamais conforme, et que je déplaisais pour les mêmes raisons, les raisons aussi, qui faisaient aussi que j'attirais. C'est-à-dire qu'on était attiré par voilà, cette africaine qui connaissait le jazz et qui pouvait écouter, je ne sais pas, Barbara et lire Racine ou Oscar Wilde. J'aimais beaucoup Oscar Wilde quand j'étais jeune. Et en même temps, on la trouvait suspecte parce qu'elle était comme ça, plutôt que maîtrisant la langue de Douala et la culture de ce qui aurait dû être la communauté. Bon, ben, je trouve que ce profil un peu étrange raconte aussi à sa manière l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique ne se raconte pas uniquement en dépeignant des villages dans la brousse ou dans la savane. L'Afrique se raconte aussi en rappelant les premières générations d'Africains dont ont été mes grands-pères qui ont fait des études supérieures, qui ont été pour leur communauté des êtres étranges parce qu'ils avaient été transformés par ça. L'Afrique se raconte aussi en se remémorant ces familles comme les miennes des deux côtés, dont les enfants sont venus en France avec leurs parents, mes deux parents ont vécu en France avec leurs parents. C'était peut-être pas courant, mais c'est dans notre histoire. Mon père et tous ses frères ont vécu en France avec leurs parents, en famille, et même avec le chien. Avec le chien aussi de la maison. Et voilà, c'est parce que les grands-pères avaient des profils un peu particuliers. Et c'est notre histoire, et c'est aussi une histoire africaine, même si elle est particulière. C'est une histoire qui montre comment l'Afrique s'est frottée à d'autres univers, comment on est entré dans la chair les uns des autres, même si ça ne nous plaît pas, même si ça ne s'est pas fait de la bonne façon, même si il y a eu des blessures, on est le produit de ça. Et puisqu'on est là, ben, vivons avec, et voyons comment vivre avec de la meilleure des façons. Moi, avec les Français de ma génération qui n'ont pas grandi en Afrique, je nous trouve énormément de choses communes parce qu'on est de la même génération et que donc, comme eux, je me suis tapé la mauvaise musique des années 80, on a les mêmes références, on a vu les mêmes films, on a eu du gel dans les cheveux, on a dansé sur Madonna. Voilà, donc on a plein de points communs en dépit de tout. On peut regarder ça aussi, il y a plein de choses qui nous rapprochent. Et d'ailleurs, vous avez une belle expression, vous parlez de feuilletage identitaire. Oui. C'est très joli et ça décrit exactement ces différents... Oui, et puis je pense qu'on est très nombreux à être comme ça. Seulement,
c'est assez rare que les Blancs qui sont métis à l'intérieur le disent. On dirait que c'est toujours l'histoire des autres, le métissage. Alors que, mais c'est vrai, hein, moi j'ai beaucoup de lecteurs qui viennent me voir en me racontant des histoires incroyables qui les lient puissamment à l'Afrique, mais je lis pas ces histoires dans les romans. Et pourtant, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas aussi présent dans la littérature que ça l'est dans la vraie vie. Mais par exemple, je me souviens de gens qui m'ont raconté, il y en a qui viennent me voir, dès que je passe dans leur ville, ils viennent me voir. Un peu comme si c'était seulement avec moi qu'ils pouvaient évoquer comment dire, leur lien si fort avec l'Afrique. Mais il y a des histoires incroyables, et puis il y a des histoires drôles. Je me souviens d'un jour, un couple de médecins qui vient me voir, ils ont peut-être l'âge de mes parents maintenant. Et ils avaient été jeunes médecins dans le nord du Cameroun. Je pense qu'on était dans les années 60. En tout cas, c'était une zone assez enclavée. Et ils étaient là dans une sorte de programme humanitaire. Mais ils vivaient vraiment au milieu de la population et ils vivaient comme les gens. Et ils ont eu leur premier enfant dans ce contexte-là, dans ce village. Et donc ce gamin qui est né de parents blancs, hein, il est né dans ce village, ne voyait pas du tout la différence entre lui et la population du village. Si bien qu'un jour, lorsque ses parents reçoivent la visite d'amis venus de Paris, en les voyant, il prend la fuite parce que les gens sont blancs et qu'il a peur des blancs. C'est une histoire savoureuse, mais il n'avait jamais vu qu'il était blanc parce qu'il a toujours vécu, et ses parents aussi, comme tout le monde, et que donc pour lui, il était sûr d'être noir. Et au nord du Cameroun, les gens sont très noirs. Et donc, c'est quand même intéressant, parce que cet enfant n'a jamais vu qu'avec avec son âme, hein, avec son cœur. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, il travaille en relation avec l'Afrique parce qu'il en a besoin. Même si il était petit quand ses parents sont retournés en France, il y a quelque chose qui est resté en lui. Il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens. Parce que l'histoire coloniale, ce n'est pas seulement la colonisation. C'est aussi toutes les histoires humaines, tous les trucs qui se sont passés. Il y a un monsieur qui vient me voir chaque fois que je viens dans sa ville. Il a l'âge de ma mère à peu près. Il était peut-être un peu plus âgé quand même. Il faisait de la coopération au Cameroun dans les années 50. Et il avait, je crois, 24 ans, son premier poste de coopérant. Il était dans la coopération parce qu'il était objecteur de conscience. Il ne voulait pas faire l'armée. Et donc, il était venu enseigner les maths. Il a échoué dans une région où il y avait beaucoup d'indépendantistes, qu'à l'époque, le pouvoir français et ses affidés locaux traquaient. Et donc, ce monsieur est habité par la vue de têtes d'indépendantistes décapités et qu'on avait planté au bout de pique, comme ça, au bord du chemin. Il a été traumatisé par ça. Et non seulement par cette vision, mais parce que c'était des Français qui avaient fait ça et qu'il était français. Et qu'en dépit de ça, il avait été très très bien accueilli par ses élèves, l'école. Il avait été traité comme un frère, parce qu'en plus les élèves avaient à peu près son âge. Hein, à l'époque, quelqu'un de 24 ans, c'est vraiment très très jeune pour aller enseigner au lycée. Et donc, ce monsieur se sent un peu africain, il se sent très très proche. Il s'intéresse toujours beaucoup, il veut savoir ce qui se passe. Mais toutes ces histoires, moi je ne les vois pas dans les livres. C'est des histoires très fortes que les gens viennent me raconter souvent. Et je trouve que ça nous ferait beaucoup avancer si on disait que le mélange identitaire était aussi de ce côté-là, et pas seulement du côté de ceux qui ont reçu la culture française par la domination. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose de l'Afrique autrement, et ça a été aussi fort que cette domination. Ça a été pour eux quelque chose qui les a complètement changés. Et ce serait si beau de le dire aussi. Oui,
c'est vraiment c'est la parole manquante. Hein. C'est une des paroles manquantes. Il faut vraiment le dire. Que ce soit pas honteux, qu'on se sente légitime à le dire. Qu'on puisse réclamer, quand on est né en Europe, qu'on puisse réclamer une part d'africanité, pourquoi pas. Puisque nous avons en Europe aujourd'hui des descendants d'Africains qui réclament l'Europe comme leur espace de référence, leur maison, où ils ont le droit, voilà, tous les droits. Pourquoi pas? Pourquoi dans l'autre sens ce serait pas possible? Il faut le faire. Et d'ailleurs, ça vous le montrez très bien dans l'essai. Oui, vraiment, il faut le faire. Et ces histoires-là sont arrivées tout le temps. Donc il y a la grande histoire, il y a la guerre, il y a la violence, tout ça. Et puis après, il y a les gens. Il y a les gens à qui ça arrive. Il y a les gens à qui ça arrive, il y a les gens qui se rencontrent, il y a les gens qui se retrouvent embarqués dans cette histoire, mais qui n'ont pas choisi la violence. Et les Africains, je pense, ont toujours fait la différence entre celui qui était venu les coloniser et l'autre. Et puis, la France, c'est aussi le pays de grands anticolonialistes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de France se mêler aux luttes anticoloniales, mais ça non plus, ce n'est pas très raconté. On ne le dit pas beaucoup. Oui. On pourrait faire des super films, écrire des super bouquins, quand même. J'aime cette opiniâtreté, Alors, est-ce que c'est pas forcément flagrant au niveau du style dans Stardust, mais dans, par exemple, La Saison de l'Ombre, vous avez une écriture d'une grande musicalité, il y a un phrasé incroyable, et dans Stardust, c'est constellé de références à la musique. Il y a par exemple celle-là, elle se souvient de l'enfant qu'elle était, celle qui n'avait rien voulu d'autre que grandir, partir, faire de la musique, chanter surtout, sentir vibrer son corps entier, traversé par le chant, parler toutes les langues grâce à la musique. C'était cela son rêve inavoué. Donc quand vous travaillez vos textes, par exemple, est-ce que vous, comme Flaubert qui gueulait, est-ce que vous chantez vos textes? Est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous trouvez le rythme? Je les chante pas, mais le rythme, vous le sentez à l'intérieur de vous, parce que vous, même si vous ne prononcez pas les phrases, vous les entendez dans votre tête. Vous entendez toujours votre texte. En tout cas, moi, j'entends mon texte. J'entends toujours mon texte comme si une voix me le disait. Et quand vous entendez une voix, vous entendez si c'est juste. Vous entendez si le rythme est juste. C'est tellement installé maintenant que c'est naturel. Hein. Ça se fait tout le temps, ça se fait tout seul. Mais c'est très important et je pense que tous les auteurs l'ont, même s'ils ne le désignent pas de la même façon. Tu es obligé de... Il y a toujours un rythme. Il y a toujours un rythme. On n'a pas le même. On n'a pas le même, mais il y a toujours un rythme dans la langue, dans l'écriture. L'écriture, c'est de la musique. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont rêvés musiciens. Parce qu'on écrit un roman comme on compose, comme on compose une musique, dans la même solitude et avec le même... ça s'entend beaucoup, un texte. Et vous écrivez des chansons, d'ailleurs? Oui, j'écris des chansons. J'ai commencé... j'ai écrit des chansons avant d'écrire des romans. Puisque moi, la grande affaire de ma vie, c'était de faire de la musique. Et voilà, pour notre partie. Ah oui, on va voir un peu la cinquantaine, là, ce que je vais faire pour ma musique. Justement, avant de tomber dans la cinquantaine... Mais j'y suis, hein, j'y suis, et avec bonheur. De tomber nerf, c'est pas une chute. Oui, c'est sûr. Vous dites au tout début de Stardust, chez moi, la réflexion a souvent succédé à l'action. La passion a fréquemment dominé la raison. On se retrouve beaucoup, je pense. L'imprudence a ses conséquences. La mienne m'a conduite ici. Donc, vous sous-entendiez au centre de réinsertion. C'est des mots très durs, en fait, à l'encontre de la jeune fille que vous étiez. Est-ce que vous avez de l'indulgence aujourd'hui pour... Non, je pense que ce sont des mots très justes. Elle était... ça l'a pas rendue plus sage, hein, rassurez-vous. Je continue à faire des bêtises. Mais ce qui est bien, c'est que moi je n'ai jamais appelé personne pour payer à ma place. Hein. Si je fais une connerie, voilà, j'en paye le prix. Et jusqu'à la prochaine connerie.
Mais non, c'était assez juste, j'ai été très imprudente. J'ai pas respecté le règlement, je respecte toujours pas le Bon, règlement. en tout cas, ça vous a conduit jusqu'à nous. Mais c'est ça aussi, C'est c'est ça qui est beau, donc j'ai eu raison, Oui. en fin de compte. Oui. J'ai eu raison en fin de compte. Et ce qui est, en tout cas, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui est devenu la jeune fille, pour votre œuvre qui est vraiment prolifique et multiforme, et surtout Merci. pour votre parole qu'on devrait entendre plus souvent, je trouve, parce que vous prenez la fraternité et la réconciliation, ce qui est très rare. Ouais, mais moi En ce j'aime moment, on a une les espèce de gens. Hein. cacophonie justement entre universalistes, Mais parce que les gens ont peur. Mais vous avez un message d'espoir même et de partage, de communion qui est vraiment Je sais pas, mais moi, apaisant. je me reconnais dans... Vous savez, si je regarde un film qui se passe dans l'Europe du Moyen-Âge, je m'y projette très aisément. Et je vois jamais des blancs, je vois des gens. Je vois des gens qui sont en train de vivre quelque chose et je m'y projette. Et je pense que ça a été pour moi la chance de grandir en Afrique, c'est que quand tu grandis dans un environnement qui ne te racialise pas, ce n'est jamais ton premier mouvement de te racialiser toi-même. Donc tu te projettes dans toute aventure humaine de façon spontanée. Donc moi j'ai vraiment gardé ça. Oui, j'ai rencontré le racisme, je sais que ça existe, je connais bien le problème racial. D'ailleurs, je vais en parler lors d'une conférence, lors de ma conférence à Liège, quand j'y serai, mais ça ne me définit pas cette chose-là. Ça ne me définit pas. Je veux l'examiner comme un problème que nous avons tous à affronter, mais je ne veux pas lui permettre d'empoisonner ma vie. Hein, je ne veux pas lui permettre de dicter ma manière d'entrer en relation, ni mes allégeances. Ça ne peut pas être comme ça. Et puis je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. J'ai maintenant un peu d'expérience et j'ai fait de très très belles rencontres dans ma vie. Et les gens qui m'ont le plus apporté, ou même le plus soutenu, ils ont toutes les couleurs. Hein. Ils sont de tous les continents. Ce sont vraiment des âmes sœurs. Des gens sur qui vraiment je peux compter. Et je sais que ça existe et que c'est plus important que nos histoires politiques et où, comment dire, la géopolitique mondiale a voulu nous placer. Donc, lorsque nous faisons de la politique, lorsque nous militons, nous disons certaines choses, mais il ne faut pas perdre de vue la réalité la plus élevée, qui est que nous sommes la même humanité. Et que même quand nous luttons sur ces terrains politiques-là, c'est pour arriver à l'endroit où on peut se rejoindre. Si c'est pas pour ça, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et on n'est pas toujours compris quand on le dit, ça, puisqu'on est à une époque qui se passionne pour certains archaïsmes, notamment en matière d'identité. Et ce n'est pas qu'en Europe, en Afrique aussi, on est très travaillé par ça, parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a toujours cette asymétrie qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir eu beaucoup de victoires au cours des siècles écoulés. Et donc, on pense qu'on va les avoir en se singularisant beaucoup sur le plan identitaire et en rejetant ce qui nous rapproche de l'autre. Je ne crois pas beaucoup à ça. Et non seulement je n'y crois pas beaucoup, mais en plus je pense que l'époque n'est pas du tout propice à ce type de fonctionnement. Encore moins que par le passé. Déjà, par le passé c'était néfaste, mais une époque où nous voyons les périls climatiques qui nous guettent, nous savons déjà qu'une partie que certaines régions de la planète vont être inhabitables, et que donc les gens de là-bas vont devoir trouver asile quelque part. Donc les temps qui viennent vont nous obliger à accueillir du monde, donc à nous ouvrir, et donc à nous ouvrir aussi à des altérations identitaires, puisque ils vont venir avec ce qu'ils sont.
Et ne pas leur ouvrir, ce serait presque un acte génocidaire, hein, à ce moment-là, s'ils n'ont plus d'habitat, et qui en plus ils ne sont pas responsables du fait de ne plus avoir d'habitat, parce que ce sont des populations ayant peu contribué au désordre climatique qui vont en pâtir les premières. Donc, dans ce type de situation-là, je pense vraiment qu'on est obligé de réfléchir autrement. On est obligé de rechercher autre chose. On est obligé de renoncer à certaines verticalités, à certaines, comment dire, conceptions même de la puissance. Il va falloir congédier la domination comme manière d'être en relation avec les autres, parce que ça ne va pas être fructueux dans les temps qui viennent. Il n'y aura que des perdants des deux côtés avec ce régime-là. Donc, transformer nos façons d'être. Alors, je ne suis pas naïf, c'est pas si facile, parce que cette histoire de domination est multimillénaire. Ça fait très longtemps qu'on fonctionne comme ça. Et que, comme ça fait très longtemps, on pense que c'est naturel. Qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Puisque on voit qu'on a reproduit ces systèmes-là dans toutes les sociétés presque. Sans se concerter, les humains ont fait la même chose, souvent pour les mêmes raisons. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas changer. Ça se décide aussi. Ça se décide. On est la seule espèce qui peut décider ça. Mais oui, et donc on peut le décider. Je disais hier, je pense pas que les Européens, si on demande au Kidam dans la rue, il n'a pas besoin que les Africains crèvent pour qu'il ait un ordinateur portable. Si on lui propose son ordinateur sans que les gens crèvent, voilà. Donc d'équilibrer, quoi. C'est possible. C'est possible, il faut le vouloir, il faut avoir envie de ça. Ouais, c'est bien d'arriver à faire passer ce message, en tout cas sans animosité, enfin Oui, mais moi je n'ai pas de haine. Ouais. Je ne connais pas ce Ouais, sentiment. mais ça se ressent beaucoup dans tout votre travail. Je n'ai pas ça. J'ai pas ça. J'aime les gens. Ça se sent. Avec cet amour qui s'envole partout autour de nous, peut-être que c'est le moment peut-être d'ouvrir un peu la conversation. Si vous avez des questions à poser à Léonora pendant... Elle est pas mal,